vous remercie. Avant de commencer mon intervention, je tiendrai, comme tout le monde, et comme il se doit, de remercier l'association à plusieurs titres, que ce soit pour son accueil, pour l'organisation, pour la gentillesse et la sympathie de ses membres qui ont rendu ce court séjour à Nantes particulièrement agréable. Je vous remercie pour ça. Et, voilà. On garde le contact pour se revoir dans un autre cadre éventuellement. Ouais. Alors, donc voilà, mon sujet, celui que je vais traiter aujourd'hui, c'est renoncer à son statut personnel dans les colonies françaises avant 1946. Quelles sont les incidences sur l'exercice des droits politiques ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'une véritable révolution juridique, une véritable rupture juridique s'est opérée avec la Constitution de 1946. Son article 82 prévoyait que les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Pour la première fois, le droit français généralisait la possibilité pour les originaires des anciennes colonies, devenues territoires d'outre-mer, de jouir de la citoyenneté tout en demeurant soumis au plan civil à un droit coutumier local ou religieux. Alors voilà, ces coutumes et ce droit local forment ce qu'on appelle le statut personnel, qui est d'ailleurs toujours reconnu aujourd'hui par l'article 75 de la Constitution. Donc jusqu'en 1946, une distinction nette existait entre citoyens de statut civil français, régis par le Code civil, et sujets français de statut personnel, communément appelés indigènes. Alors, ces derniers constituaient la grande majorité de la population des colonies et ne pouvaient pas, en principe, exercer les droits politiques attachés à la citoyenneté. Et donc, c'est comme cela qu'il faudra, dans mon intervention, entendre droit politique, c'est-à-dire le droit de vote, celui d'être éligible, assorti d'un ensemble de garanties en matière de droits et libertés fondamentaux. La justification avancée par l'administration coloniale et par la doctrine reposait sur une confusion entre statut civil et citoyenneté. Le fait pour un indigène de relever d'un statut personnel fondé sur des coutumes locales ou un droit religieux était perçu comme le signe d'un degré de civilisation insuffisant pour en faire un citoyen éclairé, alors même qu'il était reconnu comme national français du fait de l'annexion de son territoire d'origine par la France. Cette assimilation entre statut civil et citoyenneté sera juridiquement rompue par l'article 82 de la Constitution de 1946. Outre-mer, le droit de cité s'est ainsi autonomisé de la condition juridique personnelle. Toutefois, ce que l'on souligne bien souvent, c'est que cet article 82 est aussi venu généraliser la possibilité de renoncer à son statut personnel. Avant 1946, cette faculté n'était accordée qu'à un nombre très restreint d'indigènes, et selon des modalités étroitement encadrées. Il existait certes des formes de renonciation partielle au statut personnel largement admises. Renonciation ponctuelle à la coutume dans le cadre d'un acte juridique donné, ou renonciation à la compétence des juridictions indigènes au profit des juridictions de droit commun. Mais ces renonciations n'avaient aucune incidence sur l'exercice des droits politiques. En revanche, la renonciation totale au statut personnel, qui impliquait l'adoption du statut civil de droit commun, était fortement contrôlée. C'est qu'elle devait en principe entraîner l'acquisition de la citoyenneté française. Or, cette perspective suscitait de fortes réticences au sein de l'administration coloniale. Alexandre Péron, ministre de la Marine et des Colonies de 1883 à 1885, indiquait ainsi à propos de l'Inde française que la renonciation devait y être organisée de manière à éviter que, je cite, l'élément européen, fin de citation, ne se trouve politiquement défavorisé, celui-ci étant considéré comme, je cite, le véritable élément civilisateur. Ce motif civilisationnel justifiait ainsi à la fois la restriction des droits politiques des indigènes et la limitation de l'accès à la renonciation totale au statut personnel. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, deux limites doivent être posées. La première est matérielle. Comme je l'ai dit, il ne sera pas question des renonciations partielles au statut personnel dans la mesure où elles n'entraînaient pas l'acquisition de droits politiques. La seconde limite est territoriale. Le cas de l'Algérie ne sera pas traité, car bien qu'il y existait des originaires qui relevaient d'un statut personnel musulman, l'Algérie a été départementalisée dès 1848. Elle n'était donc pas une colonie, juridiquement parlant.
D'autre part, ne sera pas abordé le cas des originaires ce qu'on appelait grandes colonies, c'est-à-dire la Guyane, les colonies des Antilles ou celles de la Réunion. Car les populations de ces colonies ont été, dès 1848, soumises aux lois civiles et politiques de droit commun. Enfin, il ne sera pas question des territoires sous mandat, ni des protectorats, dans la mesure où leurs ressortissants n'étaient pas des Français. Par contre, dans les administrations, dans les colonies d'administration directe, c'est-à-dire dans les territoires annexés par la France et dans lesquels elle exerçait pleinement sa souveraineté, la question de la renonciation au statut personnel et celle de son articulation avec la citoyenneté ont globalement été traitées de la même manière, en étant toutefois marquées par une certaine évolution. On peut ainsi distinguer deux grandes séquences. Dans un premier temps, la renonciation a pu constituer, de façon tout à fait exceptionnelle, je le répète, un mode autonome d'acquisition de la citoyenneté. C'est-à-dire un mode qui suffisait à lui seul, à l'indigène, comme mode d'acquisition de la citoyenneté. Dans un second temps, la renonciation a été réduite à une simple condition de la procédure d'acquisition de la citoyenneté par les indigènes. Cette procédure d'acquisition de la citoyenneté, instituée dans un second temps, était appelée à l'époque procédure de naturalisation, terme qui désigne aujourd'hui la procédure d'acquisition de la nationalité française. Ce qui était révélateur du fait que les indigènes, bien que français, étaient en réalité considérés comme des sortes de Français incomplets. Bon, mais avant d'évoquer ce point-là, j'aimerais évoquer la question de la renonciation comme mode d'acquisition autonome de la citoyenneté. Alors, ce mode d'acquisition de la citoyenneté était, je le dis pour la troisième fois, un mode exceptionnel d'acquisition de la citoyenneté. Très peu de sujets français en ont bénéficié. En l'absence de loi, il fallait qu'un décret présidentiel prévoie expressément cette possibilité pour chaque colonie. Alors j'en profite pour rappeler le fait que les colonies étaient essentiellement administrées par décret. Les lois votées en métropole n'étaient pas applicables de plein droit dans les colonies. Leur application devait être prévue par la loi de manière expresse. À défaut, les questions concernées par la loi étaient réglées soit au niveau local, soit par décret. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité législative, qui existe toujours aujourd'hui, mais sous une forme un peu différente. Alors, ce mode d'acquisition de la citoyenneté, donc par renonciation au statut personnel, n'a en réalité concerné que les originaires des établissements français de l'Inde et a été institué par un décret de 1881. La genèse de ce décret est essentielle à présenter dans la mesure où elle révèle la particularité de la situation des Indiens au sein de l'Empire français, mais également ce qui permet de comprendre ce qui était présenté à l'époque comme une sorte de faveur. Alors, fait rare au sein de l'Empire colonial, les Indiens disposaient de droits politiques avant même d'obtenir la possibilité de renoncer à leur statut personnel. De ce fait, la renonciation ne leur a pas à proprement parler ouvert des droits nouveaux, mais a plutôt servi à consolider et étendre ceux dont ils disposaient déjà, et ainsi de devenir pleinement citoyens français. Les Indiens sujets français, comme les Sénégalais originaires de ce qu'on appelait le Vieux Sénégal, c'est-à-dire les premières colonies françaises au Sénégal, étaient considérés par l'administration coloniale et également par la doctrine comme des sujets privilégiés. Leur situation privilégiée reposait sur l'ancienneté de la présence française dans ces territoires et sur le contact prolongé entre les populations autochtones de ces territoires et la France et les Français depuis le XVIIe siècle. Alors que bien que la France ait reconnu leur statut personnel en Inde en 1819 et au Sénégal en 1857, ces populations ont été admises à voter dès la moitié du XIXe siècle, précisément à partir de l'instauration du suffrage universel direct en 1848. C'était dans le cadre d'élections législatives. Par la suite, plusieurs décrets sont venus reconnaître ce droit de vote dans le cadre de scrutins locaux, mais également celui d'être élu au cours des années 1870, 1880, donc au début de la Troisième République. En Inde, ces textes sont également venus instituer deux listes distinctes, une dédiée aux Européens, qui étaient les métropolitains, et l'autre aux indigènes.
Ces droits politiques restaient toutefois limités, dans la mesure où ils ne pouvaient être exercés que par les indigènes que dans leur colonie d'origine. Ce que la Cour de cassation est venue confirmer à la fois pour les Indiens et les Sénégalais. La Cour de cassation a également mis en avant le caractère précaire de ces droits, dans la mesure où elle les a présentés comme une faveur qui était accordée aux indigènes et non comme un droit acquis. Dans ce contexte, la renonciation à son statut personnel par le sujet français indien révèle tout son intérêt. Elle lui permettait, l'acquisition de cette citoyenneté, de consolider ses droits politiques et de les exercer en dehors de sa colonie d'origine. Elle lui permettait aussi, en outre, d'échapper au régime des castes prévu par le droit hindou, mais également au régime répressif de l'indigénat. Le décret de 1881 est venu répondre à une succession, à une multiplication des renonciations volontaires et spontanées de la part des Indiens, et par une demande de leur formalisation afin de leur donner pleinement leur effet. De tels mouvements n'ont pas existé au Sénégal, et c'est ce qui explique, entre autres, que ce mécanisme n'y ait pas été institué. Mais dans tous les cas, les Sénégalais, dès une loi de 1916, donc, qui a suivi la Première Guerre mondiale, se sont vus reconnaître le droit d'être citoyens tout en conservant leur statut personnel, ce qui allait être généralisé par la suite en 1946, mais c'était une première dans l'Empire colonial français. Pour en revenir aux Indiens, jusqu'en 1946, renoncer à son statut personnel était le seul mode d'acquisition de la citoyenneté. Mais ce régime d'acquisition de la citoyenneté s'est progressivement durci. L'administration coloniale s'est en effet inquiétée des effets électoraux de la renonciation, à partir du moment où la Cour de cassation est venue imposer l'inscription des Indiens renonçants dans la liste des Européens. Pour limiter ces effets, des textes successifs ont été adoptés. En 1884 est instituée par décret une troisième liste électorale dédiée aux Indiens renonçants. Un autre décret de 1899 est allé plus loin. D'une part, il est venu supprimer la liste des renonçants et est venu reverser les renonçants dans la liste des non-renonçants. Donc il n'y avait plus que deux listes, une liste européenne et une liste indigène comprenant les renonçants et les non-renonçants. Et d'autre part, il est venu exiger des Indiens renonçants, pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de l'assimilation électorale aux Européens, qu'ils aient renoncé à leur statut personnel depuis plus de 15 ans et qu'ils aient en plus de cela apporté la preuve qu'ils feraient des citoyens éclairés. Alors, cette capacité se démontrait par les diplômes, par les décorations, par l'exercice de fonctions administratives ou judiciaires ou de mandats électifs. Damien Deschamps parle à ce propos de citoyenneté à brevet. Ce durcissement s'explique notamment par le rôle politique qu'ont joué les renonçants, qui étaient souvent perçus comme des arbitres électoraux entre les Européens et les non-renonçants, à l'occasion de scrutins locaux. Et cela paraissait d'autant moins tolérable qu'en dépit de la renonciation à leur statut personnel, l'administration coloniale doutait du fait qu'ils aient réellement renoncé à être des indigènes. Cela a conduit à ce qu'en pratique, les renonçants ont été massivement cantonnés dans la liste indigène. Ainsi, en 1925, ils étaient 3000 au sein de la liste indigène composée de 52 000 électeurs et seulement 125 au sein de l'européenne qui en comprenait 725. Ainsi, si la renonciation a permis aux Indiens de consolider certains droits politiques, elle n'a pas permis de totalement rompre avec leur statut indigène et d'être pleinement assimilés à des Européens, aux métropolitains. Cette logique de contrôle, instaurée en matière de renonciation à ce moment-là, annonçait la logique de contrôle qui allait dominer la procédure de naturalisation, donc d'acquisition de la citoyenneté, instituée dans les autres colonies. Donc c'est ce point maintenant que j'aimerais aborder, donc la renonciation comme simple mode, comme condition parmi d'autres à respecter dans le cadre de la procédure d'acquisition de la citoyenneté. Alors, l'octroi précoce des droits politiques aux Indiens et aux Sénégalais s'explique, donc, comme je le disais, par l'ancienneté de la présence française
dans ces territoires, mais également par le contexte particulièrement libéral qui était celui des années 1848 et des débuts de la Troisième République. Mais cette situation va changer avec la structuration de l'administration coloniale à partir de la fin du XIXe siècle. Cette dernière période a correspondu à l'apogée de ce qu'on a appelé le Second Empire colonial. Elle s'est caractérisée par une forme de rationalisation des objectifs coloniaux et par la mise en place d'une véritable politique indigène. Celle-ci comprenait le régime de l'indigénat, l'instauration de juridictions indigènes, mais également des procédures de naturalisation strictement encadrées. Dans ce cadre, la naturalisation est devenue un instrument de contrôle. Il s'agissait de vérifier l'adéquation entre les objectifs coloniaux et l'aspiration et les aspirations des indigènes aspirant à la citoyenneté, à l'acquisition de la citoyenneté. Et l'expérience indienne avait convaincu l'administration coloniale que la simple renonciation au statut personnel, en dépit de ses conséquences sociales pour le renonçant, ne suffisait pas à s'en assurer, à s'assurer de cette adéquation entre les objectifs coloniaux et les aspirations indigènes. Des décrets spécifiques ont été adoptés pour chacune des colonies ou fédérations des colonies. À Madagascar en 1909, dans l'Afrique occidentale française et dans l'Afrique équatoriale française en 1912, pour l'Indochine en 1913 et pour les établissements d'Océanie en 1921. Tous ces décrets reposaient sur une même logique, exprimée dans leur exposé des motifs. Ils s'adressaient aux indigènes réputés s'être rapprochés des métropolitains par leur culture et leur mode de vie, et qui avaient manifesté leur attachement à la civilisation française. Dans ces procédures, la renonciation au statut personnel ne produisait aucun effet en elle-même. Elle était purement déclarative. Elle permettait seulement à la procédure ou à la demande de naturalisation d'être instruite. Le cœur de ce dispositif résidait ailleurs, dans l'enquête administrative et le pouvoir d'appréciation des autorités administratives et coloniales. La procédure était lourde et très encadrée. Le requérant déposait sa demande auprès d'un administrateur ou du maire de sa commune de résidence. Et à cette occasion, il déclarait vouloir formellement renoncer à son statut personnel. Une enquête de moralité était diligentée. Sa demande était ensuite transmise avec avis motivé au lieutenant-gouverneur, puis au gouverneur, puis encore une fois au ministre des colonies, et enfin au président de la République, qui statuait par décret. À chaque étape, l'administration disposait d'un véritable pouvoir de filtrage. Ce pouvoir était largement discrétionnaire, et c'est ce qui explique notamment que le juge administratif ne procédait qu'à un contrôle restreint des décisions de refus de naturalisation. Cette rigueur a expliqué le nombre extrêmement faible de naturalisations accordées aux indigènes. En 1925, sur plus de 11 000 naturalisations indigènes et étrangers compris, seules 36 d'entre elles concernaient des indigènes. La renonciation au statut personnel, noyée dans la procédure, n'avait donc plus qu'un rôle marginal dans l'acquisition des droits politiques de citoyens. Un projet de loi de 1924 avait été élaboré afin de rompre avec cette logique en redonnant à la renonciation un effet juridique décisif et en neutralisant le pouvoir d'appréciation de l'administration. Mais faute de soutien politique, il n'a jamais été discuté. Et jusqu'en 1946, ce système restera inchangé. Alors en guise de conclusion, j'aimerais préciser que en 1946, ces évolutions, donc l'évolution du droit que l'on retrouve dans la Constitution de 1946, est due aux évolutions des idées égalitaristes, à une multiplication des revendications locales dans ce sens, et à une contestation à l'échelle internationale du colonialisme. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en 1946, comme en 1916 pour ce qui concerne les Sénégalais, ce sont des considérations d'ordre militaire qui ont concrètement fait basculer les choses. Il a été question par 2 fois de récompenser à ces dates la participation à l'effort de guerre des indigènes. Cette participation a neutralisé d'une certaine manière les exigences civilisationnelles alors caractéristiques de la naturalisation. C'est que l'intérêt de la cité le commandait. Pour être sauvée, elle avait besoin de s'augmenter de nouveaux citoyens. La vieille idée révolutionnaire d'après laquelle les urnes et les armes forment ensemble la citoyenneté était remobilisée. Alors, sujets français sommés de renoncer à leurs droits et à leur culture pour rejoindre la civilisation, les indigènes, en devenant soldats,
se rendaient dignes de devenir citoyens au même titre que leurs compatriotes de métropole, mais au prix de leur sang. Blaise Diagne, sénégalais d'origine, premier député africain de l'histoire de France, chargé en 1818 par Clémenceau de convaincre les Sénégalais de participer à un ultime effort de guerre, dira lors de sa tournée africaine « C'est en versant le même sang que vous aurez les mêmes droits ». Je vous remercie de votre attention.